Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de trois concernant la jeunesse. C'est la quatrième édition de notre étude de jeunesse que nous faisons chez Léger. Je parlais du deuxième webinaire. Le premier webinaire était la semaine dernière. On parlait du jeune citoyen. Aujourd'hui, on va parler du jeune consommateur en 2022. On va essayer, Christian et moi, de vous présenter le jeune consommateur sur toutes ses formes, sur toutes ses facettes, ses différentes caractéristiques. Également, il y aura un troisième webinaire qui sera présenté la semaine prochaine, qui est sur les jeunes travailleurs, qui je sais sera extrêmement populaire. Quelques informations avant de commencer. L'enregistrement du webinaire vous sera envoyé cet après-midi. Donc, pas le PowerPoint, mais simplement la vidéo. Et vous recevrez en décembre une copie gratuite de la quatrième édition du rapport jeunesse, toujours par courriel. Et pour poser des questions, vous avez une boîte sur la droite dans laquelle vous pouvez les écrire. La présentation va durer une trentaine de minutes et après, Christian et moi, on va être disponible pour prendre toutes vos questions les plus précises. Donc, pour ceux qui n'étaient pas à la première présentation, notre méthodologie cette année, comme dans les autres années, c'est 3000 jeunes à travers le Canada. 3000 jeunes, un échantillon de 3000 personnes, c'est un échantillon qui est extrêmement robuste, extrêmement large. Il va y avoir des milléniaux, il va y avoir des membres de la génération Z, c'est 2000 milléniaux au total et 1008 de la génération Z. C'est extrêmement rare qu'une firme de sondage est capable de rejoindre autant de personnes de la génération Z. Donc, ça nous donne vraiment un portrait global sur toutes ces formes du jeune citoyen, du jeune consommateur et du jeune travailleur. Bon, quelques informations sociodémographiques. On est une entreprise de sondage après tout. La langue, 20 de notre échantillon, c'était des gens qui parlaient français, 64 anglais, 16 une autre langue. C'est à travers le Canada. Les minorités visibles, c'est 25 qui disent appartenir à une minorité visible, 70 non. La religion, 43 des jeunes disent s'identifier à une religion. Et les jeunes qui s'identifient aux communautés LGBTQ2S+, c'est 16 Donc, ça nous donne un portrait assez général des jeunes milléniaux et des jeunes de la génération Z. Quand on parle des jeunes consommateurs, puis pourquoi depuis des années maintenant, on met autant d'emphase sur ces générations-là, au début les milléniaux, puis maintenant la génération Z qui rentre à l'âge adulte, dans la vingtaine, c'est essentiellement pour des caractéristiques démographiques. Strictement le poids démographique de cette génération-là. On le sait aujourd'hui au Québec, à part quelques personnes de la génération silencieuse qui sont dans la 80aine plutôt avancée, essentiellement, il y a 4 générations d'adultes au Québec. On a nos baby boomers qu'on connaît très bien, nés entre 45 et 64, génération extrêmement importante historiquement au Canada, au Québec aussi en particulier. Ils ont aujourd'hui entre 57 et 76 ans. Donc, la majorité des baby boomers depuis 2 ans sont à la retraite. 22 de la population canadienne sont des baby boomers. C'est 9 millions d'individus au Canada. Ils ont vécu les 30 glorieuses, sont arrivés dans les années 60 alors que tout était possible, que tout basculait. Première vague féministe au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord aussi, qui a donné lieu à des changements importants par la suite. On connaît les changements culturels, sociaux qui ont suivi. C'est une génération qui a grandi avec la télévision. C'était son principal moyen d'entrer en contact avec le monde à l'époque. Arrive ensuite la génération X, la mienne. Née entre 65 et 80, je ne vous dirai pas à quel bout de cette génération-là je me trouve. Mais donc, la génération X a aujourd'hui entre 41 et 56 ans. C'est une génération qui est plus petite en nombre, 7,3 millions d'individus. Ce n'est pas tellement loin de la génération du baby-boom à 9 millions, mais pour toutes sortes de raisons, la génération X est devenue certains vont l'appeler la génération sacrifiée, d'autres la génération sandwich. Toutes sortes de termes ont été utilisés pour décrire cette génération-là. On se souvient du célèbre livre d'un certain M. Martineau qui disait Ta Volvo contre mon BS, où on dépeignait la génération X comme celle qui était un peu dans l'ombre des baby boomers. Autrement dit que cette génération-là qui la précède a tout pris, a tout raflé et il restait peu de choses, entre guillemets, pour la génération X. C'est plus tellement vrai aujourd'hui. Cette génération-là a fait sa place, a trouvé sa place, mais démographiquement, elle se trouve coincée entre nos deux piliers en termes d'influence, qui sont les baby boomers et maintenant les milléniaux. Les milléniaux, c'est ceux qui sont nés entre 81 et 96. Milléniaux ou millénarios, il y a toutes sortes de façons de les décrire. On les a appelés comme ça parce que les premiers de cette génération-là ont eu 18 ans
en l'an 2000. Donc, c'est un peu le marqueur qui débute la génération des milléniaux. On les appelle souvent maintenant les Y. Donc, ils ont aujourd'hui entre 25 et là, les premiers vont avoir 40 ans. Donc, on appelle ça l'étude jeunesse, Philippe, mais on s'en parlait. À 40 ans, est-ce que, oui, de cœur, on est encore jeune. Ils sont 8 millions, plus de 8 millions d'individus au Canada, donc tout près du poids démographique des baby boomers, mais dans la population active, celle qui travaille, ils sont maintenant la génération la plus importante, plus que les X qui les précèdent. Donc, ce qui leur donne, encore une fois, en tant que consommateurs, ce poids-là et pourquoi on les regarde de très près, c'est à cause de leur poids démographique. Ils ont grandi dans un contexte de mondialisation, précarisation de l'emploi, oui. Il y a de l'emploi, mais est-ce qu'il y a des aussi bons emplois qu'auparavant? Autant la génération X est devenue la première génération de pigistes, ça l'a un peu suivi aussi chez les milléniaux. Et c'est la génération qui a grandi non pas avec l'Internet, mais avec les médias sociaux et l'influence des médias sociaux sur nos vies. Arrive ensuite la génération Z, née entre 97 et 2010, qui ont entre 11 et 24 ans. Cette génération-là, c'est drôle parce qu'en termes de poids démographique, elle a le même poids que la génération X. Pour une raison relativement simple, les baby boomers ont eu en moyenne 2 enfants milléniaux. La génération X a eu un petit peu moins que 2 enfants par individu, qui sont la génération Z. Donc, ces générations-là sont un peu le miroir en termes démographiques l'une de l'autre. C'est la génération Z qui entre sur le marché du travail, se trouve sur nos campus universitaires et nos cégeps. Ils entrent dans une période d'instabilité, autant en termes de santé publique qu'au niveau économique, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et eux grandissent avec l'intelligence artificielle, avec le fait que tout est fait sur mesure pour tous, tout le temps. Donc, une génération qui, encore une fois, dans son utilisation des technologies, n'est pas exactement la même que les milléniaux, même s'ils partagent plusieurs choses en commun. Quand on regarde maintenant aussi au niveau de l'importance de la génération des milléniaux, on va le voir sur la suivante. Quand vous regardez les courbes d'âge, vous avez la courbe d'âge canadienne, donc des hommes et des femmes du côté gauche et du côté droit du graphique en 2005. On voit toute l'influence de notre génération des baby boomers qui étaient dans les 45 à 55 ans, donc au moment où on maximise ses revenus en tant qu'individu et donnait tout ce poids-là à sa génération. Mais on voit dans les 15 à 25 ans, on voit qu'il y a un peu un effet écho, celui des milléniaux. On arrive maintenant en 2019, tout près de nous, où là, on voit que le poids démographique, là où les ailes, si on veut, de notre papillon, là, dans notre courbe démographique, sont les plus larges, c'est dans la fin de la cinquantaine et dans la soixantaine. C'est là où sont nos milléniaux en ce moment. Et là, on voit arriver une tranche pratiquement aussi large qui arrive dans la vingtaine, qui sont nos milléniaux. Quand on sera en 2035, donc dans à peine 15 ans d'aujourd'hui, ce seront nos milléniaux qui vont être la tranche la plus large de la population. Ils seront dans la quarantaine, cinquantaine. Encore une fois, c'est là où encore ils vont maximiser leurs revenus en tant qu'individus et vont continuer à exercer un peu une forme d'hégémonie en termes de valeur. Donc, c'est eux qui vont dicter l'ensemble des tendances qu'on va voir en consommation, comme ils le font déjà dans la vingtaine, la fin vingtaine et la trentaine aujourd'hui. Donc, cette génération-là, toute sa vie, comme les baby boomers, va demeurer la génération la plus importante à suivre. Si on regarde au niveau de l'évolution de nos jeunes consommateurs, encore une fois, tout change dans notre vie. Je vais laisser Philippe vous en parler parce que lui le vit en ce moment, mais il ne faut jamais oublier que c'est la période de notre vie où tout bascule. Vas-y Philippe, je te laisse en parler un petit peu plus. Voilà, ben, les premières fois, on va voir les différents stades de la jeunesse, on vous l'a présenté lors de la présentation sur les citoyens, mais on voit ce même stade-là à la consommation dans nos sondages, dans nos études, dans nos enquêtes. Quand on regarde les premières fois que les jeunes font leurs premiers achats, c'est entre 13 et 19 ans. Parfois, bien souvent, c'est avec l'argent des parents, c'est la première fois qu'on va dans les restos. C'est pas dans les restos qui sont extrêmement hauts, qui coûtent extrêmement cher, mais sur des restos, on va s'acheter nos premiers vêtements avec de l'argent. Donc, c'est vraiment les premières fois. Quand on regarde entre 20 et 29 ans, plus que la vingtaine avance, c'est là que nos habitudes commencent véritablement. Si vous êtes une organisation, si vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas dans ces habitudes-là, des jeunes consommateurs entre 20 à 29 ans, vous devez vous inquiéter parce que durant le cours de leur vie, durant les prochaines années de leur vie, si vous n'êtes pas dans ces habitudes, c'est très, très difficile
ensuite de s'incruster dans leur quotidien. Donc, vraiment, entre 20 et 29 ans, c'est là que les choix de consommation se font, les habitudes physiques, les habitudes alimentaires. Donc, c'est véritablement là que la personnalité d'un individu se crée en termes de consommation. Et entre 30 et 40 ans, c'est véritablement les premières charges financières importantes, les premières dépenses véritablement importantes. On pense d'abord et avant tout à la propriété. On voit un phénomène intergénérationnel des jeunes qui accèdent à la propriété beaucoup plus tard. Vous me direz qu'une des causes à ça, c'est que ça coûte plus cher, mais la conséquence reste la même. Les premières dépenses, les premières charges financières très importantes vont se dérouler au début de la trentaine vers 40 ans. Il y a également les premières charges avec une famille qui coûte extrêmement cher. Si vous avez des enfants, vous le savez. On a voulu vous présenter également les premiers achats que les jeunes font pour véritablement vous montrer à quel moment que les premières fois, les premières dépenses se font et à quel moment les premières habitudes se créent. Si on regarde les premières fois, les jeunes nous disent que c'est environ à 14 ans qu'ils vont pour la première fois un billet de cinéma. C'est la première consommation qu'on va faire. On se souvient tous de notre première sortie au cinéma avec notre argent. Bien, les jeunes confirment que c'est la première sortie en consommation qu'ils vont faire. Si on regarde à 15 ans, encore une fois, les repas au restaurant, les vêtements, le compte de banque, souvent fait avec papa et maman, mais ils vont avoir un premier compte de banque. Donc, la première fois qu'ils vont faire affaire avec une banque, c'est probablement à 15 ans. Si une banque veut les attirer, ben c'est vers ces années-là parce que s'il y a un compte de banque à 15 ans, il risque de rester avec la même entreprise. À 18 ans, bon, ça, c'est les premières dépenses pour la première fois seule. On parlait de bière, de téléphone cellulaire, de produits en ligne, de carte de crédit, de cannabis. Bon, c'est là les premières fois qu'ils disent. À 19 ans, le vin, l'alcool fort, les premières consommations. Et à 20, 21, les chambres d'hôtel, les vols d'avion. Tranquillement, on se libère de papa-maman pour payer des charges un peu plus importantes et ça va s'égrener jusqu'à la fin de la vingtaine, jusqu'à la trentaine. Et à 21 ans, c'est leur voiture et la propriété. On ne l'a pas mis dans le tableau, mais c'est au début de la trentaine. Quand on regarde au niveau du jeune consommateur, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la pandémie va avoir eu un impact réel, important sur leur consommation. Ce qui est important, puis on l'a déjà mentionné dans d'autres webinaires aussi à propos d'autres études, ce qui est le plus important à constater ici, ce n'est pas l'effet de la pandémie en elle-même, parce que les tendances qu'on observe sur cette génération-là existaient avant la pandémie. Mais la pandémie est un accélérant assez exceptionnel où plusieurs décisions ont été prises par les jeunes durant cette période-là qu'ils auraient adoptées à travers le temps de façon plus ou moins organique. Mais là, la pandémie a forcé ce changement-là de façon assez importante. Regardez, la majorité, 57% des jeunes nous disent « Je fais beaucoup plus d'achats en ligne à cause de la pandémie ». Encore une fois, c'était déjà une génération qui faisait beaucoup de transactions en ligne. La pandémie a tout simplement accéléré un phénomène qui se trouvait déjà. Et encore une fois qu'on a découvert ces nouvelles façons de faire-là, c'est rare qu'on recule dans la vie. Et donc, il faut tenir compte que les jeunes sont rendus là. 52% nous ont dit, bien, ça a eu un impact direct sur mes habitudes physiques. Le sport, l'activité physique, beaucoup de jeunes milléniaux ont redécouvert les sentiers durant cette période-là, le plein air. Il y a toutes sortes de phénomènes, encore une fois, que la pandémie n'a pas créé, mais a accentué de façon importante. 43% ont dit que ça a modifié mes habitudes alimentaires. Donc, oui, à la réouverture des restaurants, on est retourné vers la salle à manger, mais il y a des habitudes de Uber Eats, de Cook It, Miss Fresh qui se sont pris durant la pandémie qui risquent de demeurer. 40% ont dit ma consommation de vêtements a changé. La pandémie a créé ce phénomène du mou, entre guillemets, où on en parlait l'autre fois dans une présentation en commerce de détail, où le sportswear est devenu le streetwear, qui est devenu aussi ce qu'on porte à la maison. Donc, il y a encore une fois, cette révolution-là est importante. 39% se sont dit, ben moi, ça a changé ma décision au niveau de l'achat d'une propriété. Pas seulement quel type de propriété, mais où va se trouver cette propriété-là aussi. C'est un changement qui est venu avec la pandémie. 39% se sont dit je me préoccupe plus d'achats responsables maintenant qu'avant. 36%, ça a modifié ma façon de me déplacer, la pandémie. Et 30% aussi, où je veux habiter. Et ça, c'est un changement qui est relativement majeur aussi durant cette période-là. Donc, encore une fois, la COVID a eu un impact sur leur façon de consommer et une façon de consommer qui, de plus en plus,
va se conformer aussi à leurs valeurs. C'est tout ça que la pandémie a permis de faire en accéléré au niveau de nos milléniaux et de notre génération Z qui a suivi. Et si je peux me permettre, Christian, Ben oui. je vais rebondir un peu sur ce que tu veux dire. Nous, on voit que on va y revenir plus tard dans la présentation, mais l'éthique et le bien-être, ça transparaît et ça vient, c'est un peu une conséquence de la COVID. Il y a eu une certaine inquiétude sur notre santé personnelle. Et les jeunes, par différentes façons, sur toutes les facettes, disent que bon, ils veulent mieux vivre, ils ont une certaine anxiété, on l'a dit à la première présentation. Bon, tout ce qui est habitude physique, habitude alimentaire, consommation de vêtements plus responsables. Donc, il y a véritablement un changement dans des valeurs plus éthiques, plus morales chez les jeunes. Ça transparaît sur cette diapositive-ci. Oui, tout à fait. C'est des consommateurs aussi qui deviennent extrêmement exigeants, plus que les générations qui ont précédé. On le dit, on utilise le mot anglais, là, mais c'est une génération qui a, ou des générations Y et Z, qui ont une espèce de détecteur de bullshit intégré. C'est-à-dire que en termes de relations publiques, en termes de communication, de publicité, on ne peut plus dire ou faire de fausses promotions. Ils détectent facilement quand on essaie de les manipuler au niveau marketing. On ne peut plus se permettre de semi-vérité, de cacher la réalité. Ils ont les moyens, la capacité et la motivation d'aller découvrir qui tu es vraiment comme entreprise, qu'est-ce que tu fais vraiment. Le nombre d'applications qui permettent de savoir, est-ce que telle entreprise qui me vend un vêtement investit aussi dans les énergies fossiles ailleurs? C'est fascinant comment on peut se tenir au courant de qu'est-ce que font les entreprises véritablement. Et ça, ils ont les moyens de le faire. Puis ensuite, ils ont les moyens de communiquer à tous leurs amis et leur entourage si vous ne dites pas la vérité au niveau de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Ils vont exiger, encore une fois, une forme d'authenticité, de transparence qu'on n'a jamais vue auparavant. Et ça, il faut le prendre en considération. J'oserais quasiment dire, Philippe, si tu me permets, une des façons qu'on a pu le constater, ça, c'est la dernière campagne électorale municipale à Montréal. Il y a une ancienne façon de faire de la politique qui ne fonctionnera plus. Et je pense que le jugement qui a été rendu, notamment par les électeurs de ces générations-là, témoigne de ce qu'ils recherchent en termes de façon de communiquer avec eux. Quelqu'un qui se met à leur niveau, qui leur parle directement et en toute transparence. Et c'est ce qu'ils vont exiger aussi des entreprises. Quand on regarde au niveau de leurs achats, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que leurs pairs ont énormément d'importance sur des achats un petit peu plus mineurs. En tant que tel. Aussitôt qu'on rentre dans des achats plus substantiels, la voiture, éventuellement la propriété, on se tourne vers ses amis proches et beaucoup vers ses parents. Enfin, en quatrième place arrivent les influenceurs. Je suis sûr que les influenceurs ont plus d'importance que ce qu'on voit là, mais en comparaison, on se fie avant tout à nos pairs. Quand on arrive dans les achats substantiels, ce qu'on s'est aperçu l'année dernière, Philippe, tu te souviens bien, quand on avait fait un focus spécifique sur les finances personnelles, les jeunes ont peu de conseillers autour d'eux ou de bons conseillers. Parce que je ne suis pas sûr que la littératie financière de leurs parents baby boomers, c'est nécessairement la meilleure façon de prendre de bonnes décisions financières. Mais il y a un peu une espèce de creux là. Au niveau des décisions plus importantes, les jeunes ont de la difficulté à se situer et à prendre confiance dans les décisions financières qu'elles et elles vont prendre par la suite. Donc, l'autre aspect, on y a fait allusion un peu plus tôt sur la diapositive sur la COVID-19, sur les conséquences. Le jeune consommateur, il est exigeant, il est actif. On pourrait dire que c'est complémentaire. S'il est exigeant, il va être actif également. Pour eux, tout est politique. Leur consommation est politique. Ils consultent les avis, ils donnent leur avis également. Quand on regarde les résultats sur les actions qu'ils ont prises dans la dernière année, on voit des changements substantiels qui vont arriver sur les marchés tout tard, qui auront une conséquence et qui ont déjà une conséquence sur les marchés. Par exemple, si on regarde acheter des produits de seconde main dans la dernière année, c'est un jeune de 15 à 40 ans qui dit qu'ils ont acheté des produits de seconde main. 53%, c'est énorme. Donc, tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est économie éthique, l'achat de deuxième main, de seconde main, c'est extrêmement populaire chez les jeunes. Quand on va leur poser si on réduit leur utilisation de la voiture 46 Écoutez, c'est pas rien, là, réduire l'utilisation de la voiture. C'est un geste qui est véritablement qui est dans leur vie réelle. Donc, ils veulent véritablement incarner leur valeur dans leur vie de tous les jours et dans la consommation. Diminuer votre consommation de vêtements fast fashion, également 46
des produits suremballés, 40%, des vêtements usagés, 39%, réduire la consommation de viande. Donc, on change complètement d'habitude alimentaire à 35%. Est-ce qu'ils vont le devenir complètement vegan ou complètement végétarien ou flexitarien? C'est difficile à dire, mais c'est sûr que dans leur but pour une conscience environnementale, ils vont vouloir diminuer leur consommation de viande pour une assiette, par exemple, beaucoup plus diversifiée. S'ils vont passer à l'action, s'il y a des allégations de sexisme ou de racisme à son endroit envers une entreprise, c'est 24%. Donc, si vous faites un faux pas, si votre entreprise est prise dans des allégations particulières, ben, les jeunes vont rentrer en rupture avec vous complètement. Ils vont s'écarter et vous perdez une tranche importante de vos consommateurs. Boycotter une marque en raison de son empreinte environnementale est également 23%. C'est des chiffres qui sont extrêmement élevés en termes d'activité. Donc, ils sont exigeants, ils sont aussi actifs et pour eux, tout est politique, dont leur consommation. S'ils viennent consommer chez vous, c'est parce qu'ils acceptent, ils soutiennent votre entreprise et vos valeurs. Bon, on en a parlé pendant la présentation citoyen, mais c'est essentiel et ça a des conséquences sur la consommation. On rappelle les chiffres, c'est 21% des jeunes qui disent avoir vécu une dépression importante dans leur vie. 39% des moments de dépression, 48% des moments d'anxiété. Si on regarde dans les différentes caractéristiques socio-démographiques, les jeunes femmes entre 20 et 29 ans ont beaucoup de chances d'avoir vécu soit de l'anxiété, des moments de dépression. Et une des principales identifications de leur anxiété, s'ils ont l'impression de manquer de temps. Donc, vous devez comprendre que quand le consommateur rentre dans votre épicerie, rentre dans votre commerce, quand vous faites en relation avec lui, le jeune consommateur est probablement anxieux, il a l'impression de manquer de temps, il a l'impression que sa vie lui passe entre les doigts. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est comment prendre soin de son client, comment s'assurer que votre produit ou votre service ne soit pas anxiogène pour lui. Bon, il y a différentes façons. Une des façons, je dirais, c'est l'efficacité. Quand on regarde les différents chiffres, pourquoi achetez-vous en ligne? On a posé la question dans notre étude cette année. Quelle est la première raison pourquoi vous achetez en ligne? Quelle est la première raison pourquoi vous achetez en magasin? Ce qu'on remarque, c'est que la première raison d'acheter en magasin, c'est l'efficacité. Et quand on regarde, c'est quoi la première raison d'acheter en ligne? C'est l'efficacité également. Donc, pour deux types de consommation complètement différentes, la même caractéristique revient, soit des raisons d'efficacité. Et si vous demandez comment adapter votre marketing en fonction des jeunes générations, de leurs valeurs, de leurs préoccupations, c'est sûr et certain qu'il faut parler d'efficacité. Il faut parler que le produit est simple, l'achat est simple. Il n'y a pas des interactions sociales qui sont complètement inutiles. Il n'y a pas d'attente dans les fils. Donc, véritablement là, axé sur la simplicité, sur l'efficacité de votre produit et de l'achat en magasin. Bon, ils sont anxieux, ils ont l'impression de manquer de temps, ils veulent être efficaces quand ils consomment, ils ne veulent pas se perdre dans les dédales, que ce soit avec l'interaction sociale, comme je le disais, mais également dans l'attente, dans la manière, si c'est compliqué, par exemple, de trouver un produit en magasin, ils vont probablement tourner de bord et aller vers d'autres ou aller vers l'achat en ligne. Philippe, tu as raison, mais je dirais, dans un univers omnicanal, dites-vous que si le jeune n'a pas le temps d'être là, dans sa tête, il n'a pas le temps d'être là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on adapte son offre pour se conformer à ça? Je pense, Philippe, c'est extrêmement important ce que tu mentionnes là. On va regarder également son parcours en consommateur. On a fait un peu référence à cette diapositive-là lors de Citoyen, mais ça a un impact monumental en consommation. Bon, le consommateur, il ne rentre plus en magasin chercher un morceau de vêtement ou un produit de consommation X, il sort. On regarde que son parcours consommateur est beaucoup moins linéaire, beaucoup plus morcelé qu'auparavant. Et on pourrait même dire un peu plus long qu'auparavant, en zigzag. D'abord, là, on vous a inscrit un exemple de comment pourrait se faire un achat. Bon, il voit une publicité, il en parle à ses amis, il va en magasin, il n'achète pas tout de suite, puis il regarde les recommandations, puis ensuite il va acheter en ligne. Ça, c'est simplement pour vous démontrer que le parcours est de plus en plus morcelé entre petits endroits où vous devez être présent comme entreprise. Si, par exemple, vous n'êtes pas présent sur la publicité en ligne, si vous n'êtes pas présent en magasin ou si vos recommandations ne sont pas bonnes, vous risquez tôt ou tard, lors du parcours consommateur, de toucher un mur et les jeunes risquent de se détourner de vous parce que vous devez être présent dans ce parcours-là au complet parce que si vous ne le l'êtes pas ou vous l'êtes de la mauvaise façon dans un de ces points-là d'arrêt, le jeune va se détourner vers la compétition.
Quand on regarde au niveau du consommateur de ces deux générations-là, je vous dirais c'est une génération qui est dépensière, mais qui est cheap en même temps, si vous me permettez l'expression. On l'avait vu dans des données auparavant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. On le voit de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus claire. C'est-à-dire que c'est une génération qui tente de maximiser sa dépense expérientielle dans des éléments qu'on dirait non essentiels. Non essentiels au sens où on n'a pas besoin de ça pour sa survie, mais ces générations-là disent avoir besoin de ça pour leur équilibre de vie. Donc, c'est-à-dire maximiser ses dépenses dans le restaurant dont ils n'ont pas les moyens, les produits de luxe ou de qualité dont ils n'ont pas les moyens, dans l'industrie du bien-être en général, c'est-à-dire avoir le meilleur vêtement technique pour son activité sportive préférée, avoir la meilleure planche à pagaie qu'il y a sur le marché parce qu'on adore en faire ou peu importe ce que c'est. Alors, pour être capable de être en mesure de faire ça, parce que souvent, notre jeune millénial va habiter dans un logement dont il n'a pas les moyens, souvent. Donc, ben, il faut faire des compromis sur des éléments qui sont des produits essentiels, c'est-à-dire consulter les rabais, trouver la meilleure promotion qui est là, utiliser des codes promo. Les jeunes sont très friands de programmes de fidélisation parce que ça leur permet aussi de réaliser des économies. Et ils vont essayer aussi de rationner certains postes de dépenses pour maximiser le dollar expérientiel à l'autre bout. Donc, c'est des jeunes qui tentent de faire les bons choix et qui vont mettre beaucoup de pression sur les marques, surtout ceux qui offrent un produit que l'on juge essentiel, versus ceux qui sont aussi des dépenses qui vont être expérientielles strictement pour le plaisir. On peut aller à la suivante. Philippe, je pense que ça donne un très bon exemple aussi de ce que c'est. On leur a demandé, trouvez-vous que vous payez trop cher ou un prix correct pour les éléments suivants? Là où ils ont l'impression qu'ils payent trop cher, c'est leur forfait cellulaire, essentiel à leur vie, leur forfait Internet, Wi-Fi à la maison, essentiel à leur vie, ou leurs assurances, c'est-à-dire c'est un peu un passage obligé. Là, on trouve qu'on paye trop cher. Quand on arrive dans les éléments qui leur procurent plutôt un certain plaisir, une certaine forme d'évasion, bien à ce moment-là, c'est pas si mal. Les appareils électroniques, ben là, ben, c'est pas si vrai que ça qu'on paye trop cher. Leur abonnement au service de streaming, c'est correct. Et ensuite, la voiture aussi, encore une fois, on ne trouve pas nécessairement qu'on paye trop cher parce que ça, c'est ce qui me procure une certaine forme d'évasion qui fait partie de l'équilibre de vie que je recherche. Oui, exactement. Parce que nous, dans les dernières éditions de l'étude jeunesse, on voyait bien souvent des comportements et on se questionnait à savoir pourquoi il y a un paradoxe entre, par exemple, les jeunes vont consulter à 87 par exemple, des rabais. Ils vont aller dans les codes promo à l'épicerie, par exemple. On voyait ça et on voyait en même temps qu'ils se payaient des restaurants, par exemple, qui n'avaient pas nécessairement les moyens et lui-même, le jeune, avouait avoir pas les moyens de le payer, mais qu'il y allait pareil. Donc, on se questionnait à savoir comment l'autre, un peut égaler l'autre. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est exactement ce que Christian dit. Il va rationner certaines dépenses essentielles pour en dépenser des plus grosses. Bon, un des phénomènes qu'on avait vu l'année dernière aussi quand on regardait plus particulièrement les finances personnelles des milléniaux et de la génération Z, ils sont, on vient de le voir, sont dépensiers d'un côté, mais au niveau de leur volonté de vouloir mieux gérer leurs finances, ils sont peu organisés. J'adore la première du Times que tu avais trouvé, Philippe. Aidez-moi, mes parents sont des milléniaux, disait le petit garçon ou la petite fille qui est là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que peu de jeunes ont un budget mensuel auquel ils vont essayer de se conformer. C'est beaucoup plus élevé chez les autres générations. 21 des 30-39 ans vivent de paye en paye. C'est pas parce qu'il manque de travail. On sait, on est en pénurie de main-d'œuvre, mais encore une fois, difficile pour eux de sortir la tête de l'eau en termes financiers. Et encore une fois, il manque de bons conseillers autour d'eux en ce moment. On le sait, des fois, ils vont se tourner vers certaines sources sur Internet, mais l'Internet n'est pas nécessairement toujours le meilleur conseil, peu importe l'aspect de notre vie qu'on veut regarder. 28 seulement économisent pour faire l'achat d'une propriété, c'est-à-dire soit qu'ils n'ont pas les moyens d'économiser ou ne le font pas de façon systématique. Donc, ils ont peu d'objectifs financiers à moyen et à long terme. Donc, dépensier, mais si on veut dépenser, il faut être organisé en termes au niveau de nos finances personnelles, ce qui manque un peu à ces générations-là.
La dernière caractéristique qu'on pourrait dire du jeune consommateur, c'est qu'il veut appartenir à une communauté. C'est un consommateur qui est communautaire dans la mesure qu'il va vouloir acheter local, par exemple. S'ils choisissent votre organisation, c'est parce qu'ils se définissent notamment par vous. Ce qu'on remarque dans nos différentes études, c'est que la consommation, c'est un moyen de se définir socialement, définir notre place en société. Si, par exemple, un jeune va dans un magasin X, c'est parce qu'il se reconnaît dans les valeurs de X et qu'il veut se faire reconnaître dans les valeurs de X. Ils sentent qu'ils ont la responsabilité d'encourager les commerces qui les représentent. On le dit, tout est politique. Il va faire partie d'une communauté, même à la consommation. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, Christian y a fait référence tantôt, mais que les programmes de fidélisation sont extrêmement populaires chez eux parce qu'ils ont l'impression de faire partie d'une communauté de personnes qui magasinent aux mêmes places, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes principes. Ils peuvent se reconnaître ensemble. Donc, c'est essentiel. Il y a plusieurs entreprises d'ailleurs qui commencent de plus en plus à véritablement créer des petites communautés. On va le voir par exemple sur les médias sociaux. Certaines entreprises vont véritablement réussir à créer du contenu pour que les jeunes se sentent véritablement incarnés, représentés et intégrés à la marque. Ce qui fait que la fidélité, elle est beaucoup plus longue chez ces jeunes consommateurs à certaines marques. Et la conséquence de ça, c'est sûr absolument une personnalisation maximale. S'ils veulent faire partie d'une communauté, s'ils veulent encourager des commerces qui les représentent, ils veulent que leurs produits soient personnalisés pour eux, pour les personnes, pour le groupe de personnes auxquelles ils appartiennent. S'ils ont l'impression que c'est pas un produit qui est personnalisé, ils risquent d'y tourner dos. On voulait vous montrer 3 conseils stratégiques avant la fin qui, pour nous, est essentiel si vous voulez avoir de meilleures relations avec les jeunes consommateurs, si vous voulez les attirer dans votre commerce ou pour votre produit ou service. La première chose, c'est le plus important, nous on l'a vu durant tout notre questionnaire cette année, le jeune consommateur souhaite de l'efficacité. Il veut que ce soit efficace et efficace dans son sens large, que ce soit en termes de temps, il manque de temps, il est anxieux, il veut avoir des produits qui lui font du bien, mais aussi en termes d'argent, il veut que ce soit efficace, il veut en avoir pour son argent, il veut avoir le meilleur deal. Deuxièmement, pour eux, tout est politique, y compris sa consommation. J'y ai fait référence, mais elle doit véritablement incarner ses valeurs et ses principes. Et si, par exemple, vous êtes une entreprise qui a un scandale X ou Y ou Z, ça se peut très bien que les jeunes entrent complètement en rupture et que vous ne soyez plus en possibilité de récupérer ce jeune consommateur-là. Ce qui veut dire également, par la bande, que si vous faites des actions qui sont concrètes, qui sont des actions qui sont bonnes, qui peuvent représenter ces valeurs, ces principes que les jeunes de la jeune génération ressentent, il faut les mettre l'avant. Il faut leur faire connaître que vous avez fait quoi pour l'environnement, par exemple, pour avoir un environnement un peu plus inclusif au travail. Il faut leur faire comprendre c'est quoi les valeurs de votre entreprise. Laissez pas les autres entreprises vous définir, définissez-vous vous-même. Le jeune consommateur est dépensier et désorganisé. Il a véritablement besoin d'une meilleure structure financière. On le voit pour les dépenses, certaines dépenses, notamment reliées au bien-être. Le jeune va dépenser énormément, il va être désorganisé. Et on voit que, j'y faisais référence dans la première présentation la semaine dernière, le jeune se méfie des institutions et des grandes structures institutionnelles. On peut prendre un exemple. Par exemple, le jeune se méfie beaucoup, par exemple, des banques, par exemple, des institutions financières, et au lieu de se tourner vers eux pour avoir des conseils, pour se faire un budget avec eux, pour planifier financièrement son avenir, il va se tourner vers ses parents, vers ses amis. Et pour vous, vous perdez des jeunes consommateurs qui pourraient être conseillés chez vous. Philippe, si je peux ajouter très rapidement, raison sur les 3 qui sont là. J'irai un peu plus loin aussi parce que tu l'as mentionné, la notion d'incarner. J'ai l'impression que pour les entreprises, de plus en plus, si on définit que notre objectif comme entreprise, c'est d'être net zéro en termes d'émissions, avant de le diffuser au marché, que c'est ce qu'on fait, il faut l'incarner. Il faut que ça soit vrai en quelque part. En anglais, quelqu'un avait dit à un moment donné, purpose is everything, c'est-à-dire c'est quelle est ma raison d'être en tant qu'entreprise. Une fois qu'on l'a défini, qu'on l'incarne, après ça, le marché va être au courant. Donc, c'est pas tant de diffuser les valeurs qui sont importantes pour nous en tant qu'entreprise, il faut avant tout les incarner. Donc, on a un webinaire la semaine prochaine sur être un jeune travailleur en 2022, mais avant, on peut prendre vos questions, vos commentaires. On peut présenter également cette présentation dans vos organisations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. On est là, Christian et moi, pour répondre.
Je vois déjà une question de Madame de Pascal Lévesque. Euh, Toutefois, côté environnement, j'ai l'impression qu'ils voyagent vraiment plus que la génération qui les précède. Donc, est-ce que leur conscience environnementale est élastique ou si c'est une fausse perception de ma part? Bon, c'est sûr qu'il y a différents postes de dépenses, puis il faut avoir certains paradoxes, par exemple. C'est sûr qu'on va voir leur désir d'avoir de vivre, de faire des dépenses expérientielles, par exemple. Bon, c'est sûr que ça va rentrer en paradoxe, mais on va voir que si on regarde les différents voyages, on voit quand même qu'il y a quand même une tendance à la baisse chez les jeunes. Est-ce qu'à long terme, véritablement, ça va s'incarner? Bon, la réponse la plus précise que je pourrais dire à ça, c'est que ben, parfois, il y a des valeurs qui rentrent en contraste, en contradiction. Euh, voilà. J'ai l'impression, Philippe, moi, ce qu'on va assister, puis l'offre commerciale, c'est un peu adapté, c'est-à-dire des jeunes qui vont prendre moins de vols pour des vacances plus longues. On va partir 2, 3 semaines, puis je pense qu'il va y avoir une pression sur les employeurs, mais on va le voir la semaine prochaine aussi. C'est-à-dire le jeune qui dit, ben, moi, j'aimerais ça partir 3 mois. Puis aller vivre ailleurs. Donc, je pense que la notion de voyage va un peu changer. Ça va être moins être une clientèle de aller 2 fois passer une semaine dans un tout inclus dans le sud. Ça va plutôt être des plus longues vacances, donc moins de vols, mais autant, sinon plus de vacances. Monsieur Paradis demande qu'est-ce que vous voulez dire par tout est politique? Bon, ce que je veux dire essentiellement, c'est que tous les aspects de leur vie doivent incarner leurs principes et leurs valeurs. Par exemple, à la consommation, il y a un membre des jeunes générations qui consomme un produit qui ne représente pas, par exemple, ses valeurs environnementales, ben, il risque de se détourner complètement de cette entreprise à long terme, c'est-à-dire de ne plus jamais aller chez une entreprise X ou Z si cette entreprise-là a une controverse quelconque en environnement, par exemple. On va voir vraiment véritablement un désir de rupture et d'incarnation, comme Christian le disait, de ses valeurs et de ses principes à la consommation. Oui, puis on voit toutes sortes de nouvelles tendances. Je ne sais pas si vous êtes allé si vous habitez à Montréal, mais chez Vrac et Bocaux, par exemple, où là, c'est véritablement le zéro déchet que la marque incarne bien. Ben, c'est extrêmement populaire chez les jeunes parce qu'ils se disent, le geste que je fais de consommer vient avec une composante où je fais quelque chose de bien, où je réalise quelque chose qui est en lien avec mes valeurs. Donc, si vous êtes en mesure de leur offrir cette possibilité-là, ben vous êtes en mesure d'être gagnant, si on veut, auprès de cette génération-là. Ils tentent, tu sais, c'est pas juste d'avoir des valeurs environnementales qui est importante pour eux, c'est que les bottines suivent les babines, si on veut une expression de milléniaux, là. Mais c'est un peu ça. Donc, ils essayent justement que les bottines suivent. Et ça, c'est nouveau. Et ce qui est intéressant, puis Philippe, on en parle souvent, c'est que cette tendance-là chez les jeunes milléniaux et chez les Z est en train, entre guillemets, de contaminer les parents, là, la génération X, qui se retrouve très bien dans ces habitudes-là que les plus jeunes, tu sais, la génération phare devient celle qui la suit pour la génération X et non pas celle qui la précède. Exactement. Bon, Camille Duguay demande, est-ce que cette génération-là pourrait voir les études les études scolaires, j'imagine, comme un poste de dépense? Je te laisse y aller, Christian. Ouais, écoutez, dans le domaine de l'éducation, surtout durant la pandémie où on s'est tourné vers l'éducation en ligne, il y a une certaine crainte de la commercialisation de son diplôme ou que l'éducation devienne plus euh, utilitaire dans la vie du jeune Ouais. que son aspiration, comme on voyait peut-être auparavant. Donc, plusieurs se posent la question, même l'impact de la pandémie a accéléré le fait que le parcours scolaire des jeunes sera moins linéaire qu'il l'était auparavant aussi. Ouais. Un jeune trentenaire qui décide qu'il arrête de travailler pour aller faire sa maîtrise, ça vous est peut-être déjà arrivé qu'en tant qu'employeur, ben, c'est des choses qu'on va voir peut-être plus souvent. C'est-à-dire que la relation entre le marché du travail et le milieu scolaire sera pas linéaire comme il l'était auparavant. Ouais. C'est essentiel ce que Christian dit. Nous, l'année dernière, pas cette année dans l'étude parce qu'on l'a pas mesuré, mais l'année dernière, en pleine pandémie, quand nous étions plus forts de la pandémie, ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est qu'une majorité de jeunes étudiants disaient que la COVID-19 allait avoir un impact sur leur parcours scolaire. Et même des jeunes travailleurs, par exemple, qui étaient complètement en dehors
du domaine scolaire et qui retournaient. Donc, on a vu beaucoup de changements de trajectoire. Et donc, pour les entreprises, on va y revenir la semaine prochaine en présentation, mais la compétition ne vient plus seulement de la concurrence ou d'autre chose, elle vient aussi de la réorientation des jeunes travailleurs qui décident d'entrer complètement, encore une fois, puis ça a un lien avec la consommation, qui décide de complètement rentrer en rupture avec leur vie qu'ils menaient pour changer complètement de secteur d'activité. Donc, il n'est pas très, très rare de voir un jeune se réorienter à l'école pour changer complètement de secteur d'activité de travail, pas seulement d'emploi, mais de secteur d'activité. Oui, bon, Madame Parent demande, selon vous, les entreprises correspondent-elles davantage aux valeurs des jeunes ou bien s'il y aura plus de greenwashing, par exemple? Bon. Le mot greenwashing est intéressant parce que justement, c'est le reflet un peu de comment les milléniaux voient certaines des tentatives par des entreprises de paraître vertes. Ouais. Et c'est là où ça devient dangereux. Lors d'une conférence sur la responsabilité sociale des entreprises, une très grande entreprise mondiale disait tous leurs efforts étaient centrés sur rendre leurs produits plus verts. Puis pour eux, se disait, et on ne peut pas faire de greenwashing en contrepartie. Il faut démontrer de façon scientifique que dans ce cas-ci, c'était un pneu, que ce pneu-là était plus vert qu'avant. Donc, il ne faut pas seulement le dire, il faut le démontrer, il faut l'incarner, il faut que ça paraisse dans ses activités, parce que vos jeunes employés vont parler de vous sur les médias sociaux aussi, de ce que vous êtes vraiment. Donc, encore une fois, il y en a du greenwashing, c'est-à-dire tout le monde essaye de laver plus blanc que blanc, mais ça paraît quand c'est vrai, ça paraît aussi peut-être quand ça ne l'est pas. Exactement. Tantôt, on a fait référence aux consommateurs exigeants et aux consommateurs qui est surtout informé. Si, par exemple, il y a une tentative de greenwashing, on va voir que les jeunes consommateurs sont beaucoup plus informés sur les produits qu'ils ont devant eux. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus informés, ils décident de s'informer ou parce qu'ils ont accès à l'information beaucoup plus? On pourra s'ostiner à Noël là-dessus, mais bien sûr que bien sûr que les jeunes connaissent un peu plus le marché parce qu'ils ont accès à l'information. Et quand il y a un scandale qui sort, on sait que l'information circule extrêmement vite. Madame Baudet demande, est-ce que c'est possible de recevoir la présentation Jeunes citoyens au lieu d'écouter le webinaire plus celle-ci? Les présentations sont disponibles en ligne sur YouTube, vous pouvez les voir. Léger va également vous envoyer des courriels des différentes présentations. On a une question d'Hélène sur la situation de la COVID-19. Est-ce que les jeunes ont confiance dans les gouvernements canadiens pour s'en sortir? Quelle est leur opinion sur les mesures mises en place politiques? Deux choses là-dessus sur les opinions sur la mesure en place. Les jeunes ont essentiellement les mêmes opinions. Christian fait on appelle un tracker, donc des sondages qui est hebdomadaires aux 2 semaines, je crois, sur la situation sanitaire. Ce qu'on remarque, je crois, c'est que les gens, essentiellement, il n'y a pas véritablement la différence générationnelle en termes d'opinion vis-à-vis des mesures en place. Par contre, sur la perception des gouvernements canadiens, je pourrais vous renvoyer à la première présentation également qu'on a fait. Les jeunes se méfient beaucoup. Il y a une crise de confiance envers l'avenir, puis il y a une crise envers les institutions, que ce soit les gouvernements, les partis politiques, les grandes entreprises privées et publiques. Ils n'ont pas l'impression qu'ils représentent leurs valeurs, puis que c'est véritablement eux qui vont apporter des solutions à leurs problèmes qu'ils connaissent. Il y a véritablement une très, très grande méfiance envers ces institutions-là. Puis Philippe, c'est là où il faut faire des fois attention quand on regarde les comportements intergénérationnels, c'est-à-dire que oui, les jeunes dans la vingtaine ont pris un petit retard au niveau du taux de vaccination au cours des derniers mois, qui les rattrape tranquillement. Là. On arrive dans les 80% des jeunes qui sont vaccinés et tout. Mais ce petit retard-là, est-ce qu'il était lié aux valeurs de cette génération-là ou au fait qu'ils avaient 20 ans? Dans mon temps, à 20 ans, on était tous outils invincibles. L'ensemble de la communauté scientifique disait si vous êtes plus jeune, il n'y a pas grand-chose à craindre, ou on craignait moins la COVID parce qu'on était plus jeune, pas parce qu'on était où on avait les valeurs de la génération Y et Z. Mais ce qu'on voit tranquillement, c'est qu'ils vont avoir un taux de vaccination similaire aux générations précédentes, qui, elles, pour des raisons tout simplement médicales, devaient prioritairement être vaccinées. Donc, tranquillement, ils deviennent comme
leurs grands frères, grandes sœurs de la génération X ou même comme leurs parents boomers en termes de vaccination. Ça a été plus long parce que quand on a 20 ans, on a 20 ans. Élie Brisebois demande, avez-vous remarqué si les comportements des consommateurs des jeunes changent sur le fait que les marques soient plus diverses et inclusives? Bon, la première réponse à ça, je crois que je te renverrai à la fait que, bon, c'est une génération qui est des consommateurs qui sont très communautaires. Donc, est-ce que véritablement on va voir des changements? Probablement, mais ce qu'on va voir davantage, c'est une fidélité à la marque. Si, par exemple, les jeunes se reconnaissent et voient que leurs valeurs, par exemple, l'inclusivité, la diversité, sont incarnées par l'entreprise auquel ils font affaire, ils risquent d'être non seulement des consommateurs, mais des ambassadeurs de votre marque. Et ça, c'est véritablement, ça s'incarne véritablement par ce moyen-là de vouloir incarner leurs valeurs, leurs principes, et ça s'incarne également parce que ils veulent faire partie d'une communauté, donc de gens qui pensent et croient aux mêmes préoccupations et aux mêmes valeurs. Voilà. On va prendre les 2 dernières questions. Après, on va vous laisser filer. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais bon. Quelle est la place des parents dans les dépenses des jeunes? On voit qu'ils se détachent lentement, mais en même temps, les parents participent aux dépenses comme la première maison. Ben, je pourrais y aller Oui. rapidement. Là. Ce qu'on va voir, par exemple, sur certaines dépenses majeures, bon, on dit souvent que les jeunes ont des meilleurs salaires, mais sont plus endettés parce que le coût de la vie est beaucoup plus cher. Ben, c'est vrai. Sur l'achat de la maison, on va voir, ce qu'on peut voir, le phénomène, c'est le transfert de l'héritage qui se fait au courant de leur vie. Ce qu'on va voir, par exemple, la génération du baby boom qui a amassé beaucoup, beaucoup de richesses, qui quitte de plus en plus la vie active pour prendre sa retraite, ben, va donner un peu de son héritage lors, par exemple, de l'achat d'une maison, par exemple. Donc, c'est des phénomènes qu'on va voir. Il y avait un article récemment dans la presse ou dans le Journal de Montréal qui disait essentiellement que 20% des jeunes milléniaux qui s'achètent une maison le font avec l'aide de leurs parents. Ça veut dire que c'est de l'argent de moins pour les institutions bancaires si, par exemple, ils empruntent à leurs parents puis ils n'empruntent pas aux institutions bancaires. Donc, véritablement, leurs parents devient un conseiller financier puis devient une aide financière pour eux. Comment les jeunes veulent-ils faire partie d'un groupe et bien paraître? Comment juge-t-on la différence entre répondre à la bonne réponse à un sondage et adopter le comportement en soi? Je laisse répondre à ça, Christian. Oui, mais en fait, c'est sûr que quand on parle de la volonté de faire quelque chose et le fait de le réaliser, il peut toujours y avoir un écart. Il y a toutes sortes d'obstacles à le faire. L'achat local est une bonne indication, c'est-à-dire on veut acheter local, mais si on arrive en épicerie et on n'est pas capable d'identifier le produit qui est fait localement ou s'il est le double du prix, par exemple, d'un produit qui vient d'ailleurs, il peut y avoir des obstacles à. Cependant, quand on regarde sur l'ensemble de la consommation, on va prendre juste la question alimentaire. Si vous regardez toutes les données qui sont diffusées sur les dépenses des jeunes ménages, ils achètent moins de viande que les générations précédentes. Ça se confirme dans le tiroir caisse des épiceries. Donc, on voit que ces comportements-là, ils les adoptent pour vrai. Aussi, il faut dire que nous, dans ce cas-ci, on procède par un sondage web, c'est-à-dire il n'y a personne à l'autre bout du fil qui écoute vos réponses. Les gens peuvent être brutalement honnêtes quand ils répondent aux questions aussi de cette façon-là, justement parce que le questionnaire est auto-administré, ce qui réduit peut-être ce biais-là. Mais c'est sûr que la volonté chez les jeunes, elle est énorme. Leur capacité de le réaliser va peut-être être diminuée. Même chose aussi pour des produits. Un produit qui serait plus vert, par exemple, mais qui serait le double du prix, ben là, possiblement, ça pourrait freiner leur volonté de. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure, si vous êtes une entreprise qui est en mesure justement de leur permettre de faire ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire de se conformer à leurs valeurs, bien là, vous pouvez être gagnant. C'est-à-dire, on le voit par exemple à l'épicerie avec maintenant les barquettes qui, au lieu d'être en styromousse, vont être dans un produit qui est compostable. Si le prix du produit est similaire, c'est sûr qu'ils vont sauter sur la barquette compostable. Encore une fois, pour être conforme à leurs valeurs. Donc, notre rôle comme entreprise, c'est de leur permettre de vivre selon leurs valeurs. Mais ils ne peuvent pas tout le temps le faire maintenant. Donc, on va s'arrêter ici pour vous laisser filer avant 10 heures. Encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter ces différents constats-là. On vous invite la semaine prochaine à être des nôtres pour la conférence qui est probablement la plus attendue, qui est être un jeune travailleur en 2022. On connaît tous le contexte de pénurie de main-d'œuvre.
et les entreprises qui se demandent, peu importe c'est quoi le type d'organisation, se demandent comment attirer et maintenir des jeunes travailleurs. Il y aura beaucoup de réponses, beaucoup de constats lors de cette présentation webinaire-là. Donc, on vous invite à être des nôtres et on vous dit à la semaine prochaine.